Et si l'avenir du Mali se jouait loin des projecteurs, dans ces étendues désertiques que beaucoup préfèrent ignorer? Peut-être n'avez-vous jamais entendu les noms de Tabankour ou d'Intilé. Pourtant, ces deux localités isolées, perdues au cœur du Sahel, cristallisent aujourd'hui toutes les attentes et les angoisses d'un pays entier. La stabilité du Mali ne s'écrit pas à Bamako, mais bien à ses confins. C'est là-bas, à des centaines de kilomètres des centres de pouvoir, que se joue le sort de toute la nation. Tabankour et Antilé ne sont plus de simples points sur une carte. Ils deviennent les nouveaux carrefours de tensions et d'enjeux, bien loin de l'indifférence d'autrefois. Pourquoi? Parce que ces terres, riches en ressources et échappant au contrôle de l'État, sont le théâtre de luttes féroces. Des groupes armés y trouvent refuge, profitent de des failles, organisent leur trafic et bâtissent, patiemment, des réseaux capables de déstabiliser l'ensemble du Mali et du Sahel. Pendant de longues années, ces zones ont été reléguées au second plan. Pourtant, chaque attaque, chaque convoi de contrebande, chaque gramme d'or extrait illégalement fissure un peu plus les fondations de l'État. Fermer les yeux sur ces espaces, c'est risquer bien plus qu'une simple perte locale. C'est exposer tout un pays à l'effondrement de son autorité, de ses ressources et de sa souveraineté. Alors pourquoi Tabankour et Intilet se retrouvent-ils aujourd'hui au centre de toutes les stratégies militaires et diplomatiques? Pourquoi leur sort fait-il trembler les décideurs, du Sahel jusqu'aux grandes capitales? Pour comprendre ce qui se joue, il faut plonger dans l'histoire et la géographie du Sahel, là où chaque grain de sable peut devenir un enjeu vital. En novembre 2025, Tabankour et Intilet deviennent le théâtre d'opérations d'envergure inédite. Ce qui commence ici va bouleverser l'équilibre régional et provoquer une série d'événements dont les conséquences dépassent largement les frontières du Mali. Pourquoi ces marges désertiques au nord du Mali et à la frontière du Niger sont-elles si cruciales? À première vue, ces confins semblent n'être que des terres arides, lointaines, presque oubliées des capitales. Pourtant, c'est justement là que se joue l'avenir du Sahel tout entier. Le Sahel forme une bande immense traversant l'Afrique d'ouest en est, longue de plusieurs milliers de kilomètres. Ici, la géographie impose sa loi. Frontières longues et poreuses, immensité désertique, distance incommensurable. Chaque poste avancé, chaque village isolé prend une valeur disproportionnée. Sur ces terres, la moindre position peut faire basculer un équilibre fragile. La présence de l'État, souvent, y est réduite à une simple rumeur. Les villages, les pistes ensablées, les sites aurifères se situent dans des zones grises où la loi officielle s'efface. Là, ce sont d'autres règles qui dominent, celles des groupes armés, des trafiquants, des réseaux qui défient la souveraineté nationale depuis des années, presque en toute impunité. Prenons un exemple concret pour saisir la complexité de la situation. En 2018, une caravane de camions transportant du carburant a traversé la frontière entre le Mali et le Niger sans rencontrer la moindre patrouille officielle. Les taxes et droits de passage ont été prélevés non pas par des représentants de l'État, mais par des hommes en armes appartenant à un groupe local. Ce simple épisode illustre à quel point, dans ces marges, le pouvoir ne s'exerce pas toujours là où on l'attend. Un tel vide attire des acteurs variés. Certains sont guidés par l'idéologie, d'autres par l'appât du gain. Dans ces marges, les groupes armés prospèrent là où l'État ne voit rien, n'intervient plus. Ils tirent parti de la mobilité, de la connaissance du terrain, imposant leur contrôle, organisant leur logistique, tissant des complicités locales. Parfois, ils deviennent les véritables maîtres des lieux. Pour comprendre la dynamique actuelle, il est utile de comparer la situation du Sahel à celle de l'Afghanistan dans les années 90. Là aussi, des zones rurales, peu contrôlées par les autorités centrales, sont devenues le terrain de jeu de diverses factions armées, chacune cherchant à imposer sa loi. Au Mali, comme en Afghanistan, l'État doit composer avec des acteurs qui connaissent parfaitement chaque vallée, chaque piste, chaque puits. Cette connaissance du terrain offre à ces groupes armés un avantage que la puissance militaire seule ne suffit pas à compenser. Mais la véritable convoitise, c'est l'or. Le sous-sol sahélien regorge de filons aurifères, souvent exploités artisanalement ou en marge de la légalité. Pour les habitants, c'est une manne essentielle. Pour les groupes armés, c'est une source directe de financement. Vendre l'or, acheter des armes, soudoyer, s'armer, asseoir leur pouvoir local. La lutte pour l'or et les autres ressources est sans merci. Quand un État perd la main sur ses richesses, il perd aussi sa capacité à protéger ses citoyens et à garantir la stabilité du pays. La souveraineté se construit ou s'effrite dans ses marges. Tout se joue loin des regards, mais avec des conséquences nationales.
Prenons l'exemple de la région de Kidal, au nord du Mali, où des sites miniers illégaux ont financé, pendant des années, l'achat de pick-up et de mitrailleuses lourdes pour des groupes armés. Les revenus générés par ces mines permettent d'acheter la loyauté de communautés locales, parfois même d'engager des mercenaires venus d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. On voit alors comment un simple campement de fortune autour d'une mine d'or peut devenir le centre névralgique d'une rébellion. Face à cette réalité, un nouveau rapport de force régionale s'installe. Le Mali, longtemps dépendant de soutiens extérieurs, cherche maintenant à reprendre son destin en main. Cela passe par des alliances inédites avec ses voisins immédiats. L'Alliance Sahel, coalition unissant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, symbolise cette volonté collective de répondre à l'insécurité. Une rupture s'opère, la stabilité ne dépend plus uniquement d'acteurs étrangers, mais de la coordination et de la solidarité régionale. Ce choix rappelle la création de la force conjointe du G5 Sahel, quelques années plus tôt, mais avec une différence majeure. Cette fois, l'initiative et le commandement sont véritablement régionaux. Pour la première fois, des plans d'action sont élaborés à Ouagadougou, Niamey et Bamako, et non plus dans les chancelleries européennes. Qui néglige la périphérie rate la véritable bataille pour l'avenir. La stabilité du Mali, du Niger et de la région tout entière dépend d'abord de ce qui se joue dans ses marges. Ignorer ces territoires, c'est renoncer à comprendre la lutte réelle pour le contrôle, les ressources et l'indépendance. Dans ce contexte explosif, contrôler l'accès aux ressources et la mobilité devient la clé du jeu sécuritaire. C'est dans ce climat tendu qu'interviennent les frappes aériennes de novembre 2025 à Tabankour et Intilet. Ces opérations marquent un tournant décisif dans la reconquête de la souveraineté sahélienne. Que se passe-t-il lorsque l'État n'a plus la main mise sur ses mines ni sur ses routes ? Tout vacille. Le territoire glisse entre ses doigts et tombe aux mains de ceux qui imposent leurs lois par la force et l'argent, bien loin des regards officiels. Dans le nord et l'est du Mali, des groupes armés prospèrent grâce à l'exploitation illégale des sites aurifères. Ils extraient de l'or, le revendent sur des circuits parallèles et s'en servent pour acheter des armes, soudoyer des complices et attirer de nouveaux partisans. Ici, détenir l'or, c'est détenir le pouvoir. Celui qui contrôle une mine ne se contente pas de s'enrichir. Il impose ses règles, manipule les populations, déplace les villages et bâtit une véritable force militaire. L'économie souterraine devient alors le moteur d'une contestation armée qui ne cesse de croître. On peut illustrer ce phénomène par l'histoire d'un chef de réseau armé qui, en 2022, a réussi à lever une armée d'une centaine d'hommes, uniquement grâce aux profits tirés de l'extraction artisanale de l'or. Ce chef a pu acheter des motos, des radios et même des drones pour surveiller les mouvements de l'armée. En l'espace de quelques mois, il a transformé une bande disparate en une force redoutée sur plusieurs centaines de kilomètres. 2 villages illustrent cet affrontement, Tabankour et Intilé. Autrefois anonymes, ils sont devenus des points névralgiques, autant pour la logistique que pour les finances des réseaux armés. Entrepôts clandestins, caches d'armes, marchés noirs, leur nom incarne désormais la fragilité de l'autorité étatique et la porosité des frontières. Face à cette montée en puissance, l'État décide de frapper fort. En novembre 2025, tout s'accélère. En une seule journée, une double frappe aérienne vise Tabankour et Intilé, ciblant méthodiquement les infrastructures des groupes armés et leurs réseaux logistiques. Ce n'est pas une simple démonstration de force, c'est un tournant. Pour la première fois, l'État et ses alliés régionaux lancent une offensive technologique d'envergure, mobilisant des moyens militaires rarement vus à cette échelle dans la région. Il ne s'agit plus seulement de défendre, mais de reconquérir. Pour mieux comprendre l'importance de cette opération, rappelons qu'en 2013, lors de l'intervention française au Mali, la supériorité aérienne avait permis de freiner l'avancée de groupes armés vers Bamako. Mais à l'époque, l'État malien n'était qu'un acteur secondaire dépendant du soutien extérieur. En 2025, pour la première fois, la maîtrise du ciel appartient aux forces africaines elles-mêmes. Pourtant, la bataille ne se limite pas à l'aspect militaire. Si l'État laisse ces groupes prospérer, il risque de perdre plus que des revenus miniers. C'est la cohésion sociale qui vacille. Car perdre le contrôle économique, c'est rompre le lien de confiance avec les populations locales, ouvrir la porte à la défiance et à la violence. À mesure que les groupes armés consolident leur emprise, ils sapent la légitimité de l'État, nourrissent l'instabilité et rendent la région encore plus dépendante d'acteurs extérieurs. La lutte pour l'or devient une lutte pour l'avenir même du pays et de ses habitants.
Mais alors, ces frappes du 18 novembre ont-elles réellement inversé la tendance? Ont-elles permis à l'État de reprendre la main ou n'ont-elles fait que déplacer la menace ailleurs? Pour comprendre ce que ces frappes ont réellement changé, il faut regarder au-delà de l'immédiat. Car sur le terrain, la réalité est souvent plus complexe que le bilan officiel. Le Sahel est-il en train de s'imposer ses propres règles, ou cette reprise en main n'est-elle qu'une fragile parenthèse dans un long cycle d'ingérence et de lutte pour la souveraineté? Les frappes aériennes coordonnées sur Tabankour et Antillé, menées en novembre 2025 par le Mali et ses alliés régionaux, vont bien au-delà d'une victoire tactique. Elles incarnent un message puissant, celui d'États enfin capables d'affirmer leur autorité et de reprendre le contrôle de territoires délaissés depuis des décennies. Pour la première fois depuis des générations, ce sont les dirigeants du Sahel qui dictent le tempo. Ils choisissent leurs cibles, conduisent leur offensive et revendiquent publiquement leur succès. Cette autonomie militaire, nouvelle et précieuse, bouleverse un équilibre longtemps dominé par des acteurs extérieurs. Mais quelles sont les conséquences possibles de cette démonstration de force? Trois scénarios majeurs se dessinent. Premier scénario, le plus ambitieux, une suite de victoires militaires pourrait permettre d'écraser progressivement les groupes armés, de sécuriser les frontières et de reprendre le contrôle des ressources stratégiques, notamment les sites miniers. Ce serait la promesse d'une stabilité retrouvée, d'un avenir moins dépendant et d'une économie assainie. Prenons l'exemple du Nigeria qui, dans les années 2010, a lancé une série d'opérations militaires contre Boko Haram. Après plusieurs campagnes, l'État a réussi à reprendre la main sur certains territoires, même si la victoire fut incomplète et coûteuse. Cela montre qu'une stratégie de reconquête bien menée peut donner des résultats tangibles, même dans un contexte aussi difficile que le Sahel. Deuxième scénario, plus probable selon de nombreux analystes, le conflit s'installe dans la durée. Les factions armées, acculées, mutent et s'adaptent, se dispersant à travers la région ou tissant de nouveaux liens avec des réseaux transnationaux. Les frappes deviennent alors un simple épisode, absorbé par le chaos d'une guerre mouvante. Dans ce cas, les groupes armés pourraient chercher refuge dans les pays voisins, comme le Burkina Faso ou le Niger, créant ainsi de nouvelles poches d'instabilité. Un effet domino se produit alors. Ce qui commence à Tabankour peut finir par embraser toute la région, rendant le conflit encore plus difficile à contenir. Le troisième scénario est bien plus sombre. La détérioration rapide de la situation pourrait ouvrir la porte à une nouvelle intervention étrangère. Si les puissances mondiales jugent leurs intérêts menacés, elles pourraient en revenir, sous couvert d'aide humanitaire ou de lutte contre le terrorisme. Le fragile espoir d'autonomie s'éteindrait aussi brusquement qu'il est né. On pense notamment à l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011, qui, malgré ses intentions initiales, a plongé le pays dans un chaos prolongé. Une telle intervention au Sahel risquerait de reproduire les mêmes erreurs, avec des conséquences imprévisibles pour la stabilité régionale. Dans ce contexte incertain, l'Alliance des États du Sahel tente de consolider la coopération régionale. Mutualisation des moyens, partage du renseignement, coordination des opérations. Les frontières deviennent des espaces à gérer collectivement, non plus seulement à défendre. Mais cette alliance reste vulnérable, dépendant d'équilibres politiques précaires et de ressources limitées. Pour renforcer cette coopération, des centres de commandement conjoints ont vu le jour à la frontière entre le Mali et le Niger. Des officiers de chaque pays travaillent maintenant, côte à côte, partageant informations, cartes et stratégies, dans une démarche inédite pour la région. La redéfinition des alliances internationales est déjà en marche. La méfiance grandit envers les anciennes puissances coloniales, alors que de nouveaux acteurs, comme la Russie ou la Turquie, proposent respectivement une aide sécuritaire ou des investissements logistiques et économiques. Cette diversification offre aux dirigeants du Sahel une marge de manœuvre inédite, mais accroît aussi la complexité du jeu géopolitique. Le pari est risqué mais vital. Si la stratégie régionale réussit, le Sahel pourrait enfin se libérer du cycle de dépendance et d'instabilité et s'affirmer sur la scène internationale. En cas d'échec, la région risquerait de replonger dans l'ombre des agendas extérieurs, incapables d'assurer son propre destin. Pour illustrer les enjeux économiques de cette diversification, rappelons que la Turquie s'est engagée en 2024 à réhabiliter plusieurs routes transsahariennes, facilitant ainsi les échanges et permettant aux États du Sahel de mieux contrôler le trafic des marchandises. Ces projets, s'ils aboutissent, pourraient en désenclaver des régions entières. Au final, c'est la capacité du Sahel à s'autodéterminer, à protéger ses populations et à sécuriser ses ressources qui se joue dans cette nouvelle phase.
L'enjeu dépasse la simple victoire militaire. Il est politique, économique et surtout existentiel pour des millions d'habitants. Mais la route vers une souveraineté durable reste semée d'embûches. Les prochains mois seront décisifs pour révéler si ce nouveau rapport de force peut s'installer ou s'il sera balayé par la résurgence des anciennes dynamiques. Que nous enseignent vraiment les opérations de Tabancourt et Intillé. Bien plus qu'un triomphe militaire, ces événements posent les bases d'une nouvelle ère pour le Sahel et ses habitants. D'abord, la maîtrise du ciel et des ressources locales s'impose comme l'élément central de toute stratégie durable. Dominer les airs, c'est anticiper, frapper le premier, mais aussi couper les groupes armés de leurs principales sources de financement, notamment les nombreuses mines d'or disséminées à travers la région. Cette supériorité aérienne devient le pilier d'une sécurité crédible. Mais la force, isolée, ne suffit plus. L'exemple de l'alliance Mali-Burkina Faso-Niger montre la puissance de l'action concertée. Unis, ces États démontrent qu'ils peuvent surmonter rivalités et frontières pour affronter ensemble des menaces transnationales. Cette unité renforce leur légitimité sur la scène mondiale et rassure les populations, souvent méfiantes face à l'action de leurs dirigeants. La leçon est claire. La lutte contre l'économie illégale, et en particulier contre l'exploitation clandestine de l'or, doit être indissociable de l'action militaire. Tant que l'or finance réseaux criminels et groupes armés, aucune victoire ne pourra être pérenne. Un contrôle strict des ressources devient donc un impératif vital. Cependant, la tentation du tout sécuritaire comporte ses risques. Les populations, dont la survie dépend parfois de ces ressources, pourraient bien se sentir exclues ou menacées par une politique trop brutale. Il s'agit donc d'inventer des réponses qui assurent à la fois protection et prospérité, en légalisant et en encadrant l'activité économique locale sous l'égide de l'État. Pour cela, des programmes de formalisation des mines artisanales ont été lancés dans plusieurs régions. Le but, offrir aux orpailleurs des licences légales, leur garantir un prix plancher pour leur production et ainsi couper l'herbe sous le pied aux groupes armés qui profitent de l'économie informelle. Un exemple concret de cette démarche existe déjà à Kayes, où une coopérative locale gère la vente de l'or sous la supervision des autorités. La souveraineté du Sahel ne se construira pas de l'extérieur. Elle prendra racine dans chaque village, chaque décision collective, à Tabancourt, à Intillé et ailleurs. C'est sur le terrain, au contact direct avec les populations, que se gagnera la confiance nécessaire à un avenir plus sûr et plus équitable. Les capitales peuvent proclamer, mais seules les actions concrètes font la différence. Cela implique aussi de renforcer la présence de l'État dans les zones reculées, ouvrir des écoles, des centres de santé et garantir l'accès à la justice. Une expérience pilote menée au Niger a montré qu'installer ne serait-ce qu'un poste de police et un dispensaire dans un village éloigné réduit de moitié les risques de recrutement par les groupes armés. Refuser d'apprendre de ces expériences, ce serait condamner la région à revivre les mêmes crises, au prix de l'espoir, de la stabilité et de la dignité de ses citoyens. Pour le Sahel, l'urgence est de transformer ces victoires en progrès durables, au service de tous. Reste à savoir si ces changements s'inscriront dans la durée ou s'ils ne seront qu'un feu de paille. La suite dépendra de la capacité des États à tenir leurs promesses sur le terrain. Pour y parvenir, plusieurs étapes pratiques doivent être franchies. Premièrement, renforcer la coopération régionale par des exercices militaires conjoints réguliers. Deuxièmement, créer un fonds de stabilisation alimenté par les recettes issues des ressources naturelles afin de financer écoles, hôpitaux et infrastructures. Troisièmement, instaurer des mécanismes de dialogue permanent avec les communautés locales pour prévenir les tensions et accompagner les reconversions économiques. Le futur du Sahel ne s'écrit plus à l'étranger. Désormais, il dépend de la constance et du courage des choix opérés par ses propres peuples. Ce que nous venons de vivre à Tabancourt et Intilet dépasse le simple fait divers. C'est un signal fort. Un réveil régional, une volonté claire d'inverser le cours de l'histoire pour une zone longtemps condamnée à la passivité. Les frappes coordonnées de novembre 2025 rompent la dépendance et installent une dynamique nouvelle, où l'initiative appartient enfin aux acteurs locaux. Cette transformation est le fruit d'années de tensions, de sacrifices et de remises en question stratégiques. Les sociétés du Sahel, ébranlées par l'instabilité et fragilisées par des influences étrangères, se réapproprient aujourd'hui la souveraineté, le contrôle territorial et la gestion de leurs ressources. Mais il serait illusoire de croire à une victoire totale ou rapide. Les obstacles restent nombreux, groupes armés, réseaux criminels, défis économiques. À chaque étape, la résilience du Sahel sera testée. La moindre erreur, la moindre complaisance pourrait tout remettre en cause.
Refuser de voir ce tournant, c'est passer à côté d'un moment clé dans la redéfinition du Sahel. L'enjeu est colossal. Il s'agit de millions de vies, de l'avenir des communautés, de la crédibilité d'États qui n'avaient en plus la main et de la survie d'un modèle indépendant de développement. Pour la première fois depuis des décennies, l'initiative revient à ceux qui vivent et défendent cette terre, et non plus à des décideurs lointains. Pour vous, observateurs, c'est le moment de rester attentif. Informez-vous, méfiez-vous des récits simplistes qui réduisent le Sahel à un chaos sans voix et suivez l'évolution réelle de cette région. Car ce qui se joue aujourd'hui façonnera bien au-delà de ses frontières, et les choix du Sahel pourraient influencer l'équilibre du continent africain tout entier. Merci d'avoir suivi cette analyse, ce n'est qu'un début. La suite se décidera chaque jour